l'arme interdite qui massacra les sous-marins allemands. Au cœur de l'Atlantique Nord, en 1942, la mort rôdait sous les vagues. Les convois alliés disparaissaient un par un, engloutis par les meutes de sous-marins allemands qui chassaient avec une précision mortelle. Les U-Boots surgissaient des profondeurs, frappaient et s'évanouissaient comme des fantômes. Les navires d'escorte larguaient leurs charges de profondeur, mais les explosions ne faisaient que brasser l'eau froide. Les sous-marins disparaissaient du sonar au moment crucial, se glissant dans une zone aveugle que personne ne pouvait percer. Sur les ponts des destroyers britanniques, les marins scrutaient l'horizon avec une angoisse silencieuse. Chaque traversée était une loterie. L'amirauté comptait les pertes qui s'accumulaient. Des milliers de tonnes de ravitaillement vital reposaient au fond de l'océan. Si rien ne changeait, la Grande-Bretagne serait étranglée. Il fallait une arme nouvelle, quelque chose que les Allemands n'avaient jamais vu. Dans les laboratoires secrets du Directoire des armements divers, une idée folle germait. Elle allait renverser le cours de la bataille. Pour saisir l'ampleur du défi, il faut revenir à l'hiver où tout bascula. Quand la Royal Navy comprit qu'elle était en train de perdre. L'hiver 1941 fut terrible. Les U-Boots de Dönitz chassaient en meute coordonnée, encerclant les convois comme des loups affamés. La tactique était simple et mortelle. Attaquer de nuit, en surface, là où le sonar britannique devenait inutile. Les torpilles frappaient sans avertissement. Les navires explosaient, se brisaient, coulaient dans l'eau glacée. Les survivants hurlaient dans l'obscurité. Les destroyers d'escorte arrivaient trop tard, impuissants, ne trouvant que des débris et des hommes mourants. Le problème technique était cruel. Le sonar ASDIC, fierté de la Royal Navy, avait une faiblesse fatale. Quand un destroyer s'approchait pour larguer ses charges de profondeur, l'écho du sous-marin devenait trop court. Le signal original et le retour se confondaient. On appelait ça l'écho instantané. Un point aveugle d'environ 200 mètres. Dans cette zone, le sous-marin disparaissait complètement. Le temps que le destroyer passe au-dessus et largue ses charges, l'ennemi avait déjà viré, plongé plus profond, fui dans le noir. Les charges de profondeur elles-mêmes étaient primitives. Des barils d'explosifs réglés pour exploser à une certaine profondeur. Elles créaient une onde de choc dans l'eau censée briser la coque du sous-marin. Mais il fallait exploser à moins de 6 mètres pour causer des dégâts mortels. Autant dire que c'était une loterie. Le destroyer lançait ses charges à l'aveugle, espérant que l'ennemi soit encore là. La plupart du temps, les explosions ne faisaient que secouer l'eau vide. Les statistiques étaient désastreuses. En 1942, pour 80 attaques à la charge de profondeur, une seule coulait effectivement un U-boot. Les autres s'échappaient. Pire encore, pendant l'attaque, le destroyer perdait tout contact. Il ne savait pas si sa cible était détruite ou vivante. Les sous-marins allemands exploitaient cette faiblesse avec un cynisme parfait. Ils attendaient le passage du navire, encaissaient les premières explosions lointaines, puis filaient tranquillement. À l'amirauté britannique, l'atmosphère était sombre. Churchill lui-même l'admit plus tard. La seule chose qui l'effrayait vraiment pendant la guerre, c'était la menace des U-Boots. Les pertes mensuelles atteignaient des sommets terrifiants. En novembre 1942, 118 navires marchands furent coulés. La Grande-Bretagne importait tout, nourriture, pétrole, matériel militaire. Si les convois ne passaient plus, l'île mourrait de faim. Le Directoire des armements divers reçut un ordre simple, trouvez une solution. N'importe laquelle, vite. Le lieutenant-colonel Stuart Blacker fut convoqué. Cet ingénieur avait déjà travaillé sur des mortiers d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Il avait une idée étrange, un lanceur à tige fixe capable de projeter plusieurs obus simultanément. L'idée avait été testée sur Terre avec le Blacker Bombard. Pourquoi pas en mer? Les premières esquisses furent tracées en secret. Un mortier multiple, installé à l'avant d'un destroyer. Il tirerait pendant que le contact sonar existait encore avant d'entrer dans la zone aveugle. Les projectiles tomberaient en pluie sur le sous-marin. Mais il y avait un problème. Les charges de profondeur classiques explosaient par pression hydrostatique. Elles se déclencheraient en touchant l'eau, inutile. Blacker proposa une solution radicale, des charges à contact. Elles n'exploseraient qu'en heurtant quelque chose de dur. La coque d'un sous-marin, par exemple. Si elles manquèrent la cible, elles couleraient sans exploser. Pas de dégâts inutiles, pas de confusion. Un hit était certain. Un miss était silencieux. Simple, brutal,
efficace. Le major Millis Jefferys rejoignit le projet. Chef du renseignement militaire scientifique, il avait l'oreille du Premier ministre. Ensemble, Blacker et Jefferys travaillèrent dans l'urgence absolue. Les premiers prototypes furent construits au début de 1941. On les appela Fairlie Mortar, du nom du navire qui les testa en premier. Les essais furent un désastre. Le système de lancement était instable. Les projectiles partaient dans toutes les directions. Certains retombaient sur le navire lui-même. D'autres explosaient prématurément. L'équipage refusa de continuer les tests. Le projet fut abandonné en catastrophe. Mais Blacker ne lâcha rien. Il reprit ses calculs, modifia le design, changea l'angle des tiges de lancement. En septembre 1941, un nouveau prototype vit le jour. 24 tiges d'acier montées sur une base fixe. Chaque tige portait un projectile de 29 kg rempli de Torpex, un explosif plus puissant que le TNT. Les tiges étaient disposées en 4 rangées de 6, légèrement inclinées. Quand le système était vide, les tiges dressées vers le ciel ressemblaient au piquant d'un hérisson. Quelqu'un dans l'atelier murmura le mot « Hedgehog », le hérisson. Le nom resta. L'arme qui allait terroriser les U-Boots venait de naître. Le Hedgehog n'était pas une arme élégante. C'était un monstre d'acier brut, un assemblage de tiges et d'explosifs qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar industriel. Mais sa logique était implacable. 24 projectiles lancés simultanément, formant un cercle mortel de 40 mètres de diamètre à 250 mètres devant le navire. Si un sous-marin se trouvait dans cette zone, il n'avait aucune chance. Chaque projectile mesurait 18 cm de diamètre et pesait 29 kg. À l'intérieur, 16 kg de Torpex. Cet explosif moderne était 50% plus puissant que le TNT classique. Un seul impact direct suffisait à percer la coque pressurisée d'un U-boot. 2 impacts garantissèrent le naufrage. Les charges étaient équipées de détonateurs à contact. Elles n'explosaient qu'en heurtant quelque chose de solide. Si elles manquaient la cible, elles coulaient tranquillement au fond, inertes, inoffensives. Cette caractéristique changeait tout. Avec les charges de profondeur classiques, chaque attaque déclenchait une série d'explosions massives. L'eau bouillonnait, les ondes de choc se propageaient dans toutes les directions et le sonar devenait aveugle pendant de longues minutes. Impossible de savoir si le sous-marin était touché ou s'il profitait du chaos pour fuir. Le Hedgehog, lui, ne faisait du bruit qu'en cas de succès. Pas d'explosion? La cible avait été manquée et le sonar fonctionnait toujours. Le destroyer pouvait immédiatement ajuster sa position et tirer à nouveau. Le système de lancement était ingénieux dans sa brutalité. Les 24 tiges étaient réparties en 4 berceaux de 6. Chaque berceau tirait en séquence, décalé de quelques fractions de seconde. Les projectiles partaient les uns après les autres, assez vite pour former une salve groupée, assez lentement pour ne pas soumettre la structure du navire à un stress excessif. Résultat, pas besoin de renforcer le pont. L'arme pouvait être installée sur n'importe quel destroyer ou corvette sans modification majeure. L'angle de tir était fixe au départ, calculé pour une trajectoire parabolique précise. Les projectiles montaient à 45 degrés, décrivaient un arc dans l'air salé, puis plongeaient dans l'eau à 180 mètres devant le navire. Une fois immergés, ils coulaient à 10 mètres par seconde. Un sous-marin à 60 mètres de profondeur serait atteint en 6 secondes. Pas le temps de réagir, pas le temps de plonger plus profond. Blacker et Jefferys testèrent le système pendant des semaines. Ils tirèrent des centaines de salves dans la Manche, ajustant les angles, modifiant les charges propulsives, perfectionnant les détonateurs. Les marins observaient avec un mélange de fascination et de méfiance. Cette chose bizarre, avec ses tiges dressées comme des épines, allait-elle vraiment changer quelque chose? En janvier 1942, le premier Hedgehog opérationnel fut installé à bord du destroyer HMS Westcott. L'équipage le regarda avec suspicion. Le système occupait tout l'avant du pont. Il bloquait la vue, gênait les manœuvres, et personne ne savait vraiment s'il fonctionnerait au combat. Le capitaine reçut ses ordres, patrouille anti-sous-marine dans l'Atlantique Nord. Mission de routine. Enfin, en théorie. Le baptême du feu arriva en février. Contact sonar à 2000 mètres. Un U-boot remontait vers la surface, probablement pour recharger ses batteries. Le Westcott se lança à l'interception. L'équipage se précipita au Hedgehog. Les servants chargèrent les projectiles sur les tiges
vissant chaque ogive avec des mains tremblantes. Le capitaine donna l'ordre de tirer à 800 mètres. Trop tôt selon les calculs. Mais il voulait tester l'arme. Le Hedgehog cracha sa salve. 24 projectiles s'envolèrent dans le ciel gris. Ils retombèrent en pluie, percutant la surface de l'océan avec des gerbes d'écume blanche. Puis le silence. Aucune explosion. L'équipage échangea des regards déçus. Raté. Le sous-marin avait échappé au piège. Mais au moins, le sonar fonctionnait encore. Le contact était toujours là. Le destroyer vira, se repositionna, rechargea. 3 minutes. C'était le temps nécessaire pour recharger complètement le Hedgehog. Les servants retirèrent les tiges vides, glissèrent de nouveaux projectiles, fixèrent les goupilles de sécurité. Le navire se rapprocha. 500 mètres. 400. Le capitaine attendit. 300 mètres. L'écho sonar était clair, net, implacable. Feu. La deuxième salve partit. Cette fois, le capitaine avait visé juste. Les projectiles plongèrent exactement au-dessus du sous-marin. 5 secondes de silence, puis l'océan explosa. Une détonation sourde, massive, venue des profondeurs. Puis une deuxième. Une troisième. L'eau se souleva en un geyser gigantesque. Des débris remontèrent à la surface. De l'huile, des planches de bois, des morceaux de métal tordus. Le U-boot avait été pulvérisé. L'équipage du Westcott resta figé un instant, incrédule. Puis les cris éclatèrent. Ça marchait. Cette arme de fou, ce hérisson d'acier, venait de tuer un sous-marin en 2 salves. La nouvelle se répandit dans la flotte comme une traînée de poudre. L'Amirauté ordonna la production en masse. En quelques mois, plus de 100 navires furent équipés. Mais le Hedgehog avait aussi ses limites. Il était moins efficace contre les cibles profondes. Au-delà de 120 mètres, les projectiles mettaient trop de temps à couler et le sous-marin avait le temps de manœuvrer. De plus, le système était sensible aux conditions météorologiques. Dans les tempêtes de l'Atlantique Nord, les vagues balayaient le pont, inondant les berceaux de lancement. L'eau salée corrode les circuits électriques. Parfois, seuls 10 ou 15 projectiles partaient au lieu de 24. Un tir incomplet, un motif brisé, une chance de plus pour l'ennemi. Malgré tout, le Hedgehog était là. Monté à l'avant des destroyers, il scrutait l'horizon comme une bête de guerre silencieuse. Les U-boots allemands ne savaient pas encore ce qui les attendait, mais ils allèrent l'apprendre, dans le sang et l'acier. 1942 s'acheva dans une ambiance étrange. Le Hedgehog était déployé sur une centaine de navires, mais les résultats tardaient à venir. Les premiers rapports arrivaient à l'Amirauté avec des chiffres décevants. 5% de réussite. À peine mieux que les charges de profondeur classiques. Certains capitaines écrivaient des notes acerbes. L'arme était encombrante, peu fiable, et leurs équipages n'y croyaient pas. Le problème n'était pas technique, c'était psychologique. Les marins de la Royal Navy avaient passé 2 ans à larguer des charges de profondeur. Ils connaissaient le rituel, le contact sonar, la course-poursuite, le passage au-dessus de la cible, puis le largage des barils qui explosaient dans un bouillonnement spectaculaire. C'était violent, bruyant, satisfaisant. Même si ça ne tuait presque jamais rien, ça donnait l'impression de frapper l'ennemi. Le Hedgehog, lui, était silencieux. Pas d'explosion si on ratait. Juste des ploufs discrets, puis plus rien. Les équipages détestaient ce silence. Ils avaient l'impression de tirer dans le vide. Pire encore, l'arme exigeait une discipline nouvelle. Il fallait tirer avant d'atteindre la zone aveugle, garder le contact sonar, calculer la trajectoire avec précision. Beaucoup de capitaines préféraient s'en tenir aux vieilles méthodes. Au moins, elles étaient familières. En janvier 1943, l'Amirauté perdit patience. Un ordre fut émis à tous les commandants de navires équipés du Hedgehog. En cas de contact avec un sous-marin, si vous n'utilisez pas l'arme, vous devrez expliquer pourquoi par écrit. L'ordre était clair. C'était presque une menace. Les capitaines comprirent le message. Mais la méfiance persistait. Les rapports continuaient d'affluer. Équipements défaillants. Circuits électriques noyés par les embruns. Tir incomplet avec seulement la moitié des projectiles qui partaient. Les servants du Hedgehog étaient mal formés, improvisaient, paniquaient sous le feu. Dans l'Atlantique Nord, où les tempêtes étaient féroces, le système se retrouvait souvent inondé. Les berceaux de lancement se bloquaient. Les projectiles restaient coincés sur les tiges. L'arme devenait inutile.
L'amirauté réagit en lançant un programme de formation intensif. Des instructeurs furent envoyés dans chaque port. Ils enseignèrent les procédures de maintenance, les techniques de tir, la coordination avec le sonar. Les équipages apprirent à protéger l'équipement avec des bâches, à sécher les circuits après chaque tempête, à recharger plus vite. Surtout, on leur expliqua la philosophie du Hedgehog. Pas d'explosion signifie tir raté, mais sonar intact. Vous pouvez réessayer immédiatement. Les résultats commencèrent à changer au printemps 1943. Les équipages entraînés affichaient des taux de succès bien supérieurs, 10%, puis 15%. Les capitaines qui avaient adopté l'arme avec enthousiasme envoyaient des rapports élogieux. Un destroyer coula 2 U-boots en une semaine. Un autre en détruisit 3 en un mois. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À la fin de l'année, les statistiques étaient formelles. Un Hedgehog sur 5 détruisait sa cible. 20% de réussite. En comparaison, les charges de profondeur affichaient toujours moins de 2%. Le rapport était écrasant. Une attaque au Hedgehog avait 10 fois plus de chances de couler un sous-marin qu'une attaque classique. Les Allemands commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Leurs U-boots disparaissaient sans laisser de traces. Pas de longues batailles, pas d'échange de grenades sous-marines, juste le silence radio. Un sous-marin partait en patrouille et ne revenait jamais. Les survivants, quand il y en avait, racontaient des histoires terrifiantes. Des impacts multiples venus de nulle part. Des explosions concentrées, dévastatrices, impossibles à éviter. Le grand amiral Dönitz comprit que les Britanniques avaient développé une nouvelle arme. Il ordonna à ses ingénieurs de trouver une contre-mesure. La réponse arriva en 1943 sous la forme de la torpille acoustique T5 Zaunkönig. Ces torpilles chassaient le bruit des hélices. Elles ne nécessitaient pas de visée au périscope. Le sous-marin pouvait tirer à l'aveugle, sans remonter, sans se faire repérer. Puis il plongeait et fuyait avant que les destroyers ne ripostent. Les premières torpilles acoustiques firent des ravages. Plusieurs destroyers furent coulés en quelques semaines. Mais les Britanniques adaptèrent leur tactique. Ils développèrent des leurres acoustiques, des dispositifs bruyants traînés derrière les navires pour attirer les torpilles. Ils modifièrent aussi leurs hélices pour réduire le bruit. La course aux armements s'intensifia. Pendant ce temps, dans le Pacifique, une légende commençait à naître. Un petit destroyer d'escorte américain venait de recevoir son Hedgehog tout neuf. L'équipage s'entraînait avec acharnement. Ils ne le savaient pas encore, mais ils allaient entrer dans l'histoire. Leur navire s'appelait USS England. Et en mai 1944, il allait accomplir l'impossible. L'USS England n'était pas un navire impressionnant. Un destroyer d'escorte de classe Buckley, 630 tonnes d'acier, 186 hommes d'équipage. Pas de canon de 5 pouces comme les grands destroyers. Juste 3 petits canons de 3 pouces, 12 mitrailleuses anti-aériennes et 3 tubes lance-torpilles. Un navire modeste, conçu pour escorter les convois de cargo lents à travers l'immensité du Pacifique. Personne ne s'attendait à ce qu'il devienne une légende. Mais à l'avant, solidement fixé sur le pont, se dressait un Hedgehog. Et l'équipage savait s'en servir. Le capitaine Walton Pendleton avait fait travailler ses hommes sans relâche. Exercice de tir, synchronisation avec le sonar, rechargement sous pression. Encore et encore, jusqu'à ce que chaque geste devienne automatique. Les servants du Hedgehog pouvaient recharger les 24 projectiles en moins de 3 minutes, même dans la tempête. En mai 1944, la marine impériale japonaise lança l'opération Ago. Une tentative désespérée de confronter la flotte américaine dans une bataille décisive. L'amiral Toyoda savait que le Japon perdait la guerre. Les îles tombaient les unes après les autres. Il fallait un coup d'éclat, une victoire majeure qui renverserait le cours des événements. 7 sous-marins furent déployés au nord-est de la Nouvelle-Guinée, formant une ligne de surveillance. Leur mission, détecter l'avance américaine, puis couler assez de navires pour affaiblir l'ennemi avant la bataille finale. Ce que les Japonais ignoraient, c'est que les Américains avaient brisé leur code. Chaque ordre, chaque position, chaque mouvement était intercepté et déchiffré. L'état-major américain connaissait l'emplacement exact de la ligne de sous-marins. Il envoya 3 destroyers d'escorte pour les détruire. L'USS England, l'USS George et l'USS Raby. 3 petits navires contre 7 sous-marins. La chasse commença le 18 mai. Le premier contact arriva l'après-midi même.
le sous-marin I-16 naviguait vers les Salomon, inconscient du danger. Le sonar de l'England capta l'écho à 2000 mètres. Le capitaine Pendleton ordonna l'approche. Le sous-marin japonais détecta le destroyer et plongea immédiatement. Manœuvre d'évasion. Il vira, changea de profondeur, tenta de suivre le sillage de l'attaquant pour se cacher dans son angle mort. L'officier exécutif, le capitaine John Williamson, coordonnait l'attaque depuis la passerelle. 4 passes sans succès. Le sous-marin était manœuvré par un équipage expérimenté. À chaque fois, il anticipait le tir, changeait de cap au dernier moment. Mais Pendleton ne lâchait rien. 5e passe. Cette fois, il attendit. Il laissa le sous-marin croire qu'il avait échappé au piège. Puis il vira brusquement et tira. Le Hedgehog cracha ses 24 projectiles. Ils plongèrent dans l'eau turquoise. 5 secondes. Puis l'océan explosa. 4 impacts, peut-être 6. Williamson se souvint plus tard que la poupe de l'England se souleva de 15 cm avant de retomber lourdement. Les marins échangèrent des regards stupéfaits. Puis un cri monta du pont. « On l'a eu !» Des débris remontaient à la surface. De l'huile épaisse, noire, s'étendait en une nappe large. Le I-16 avait été pulvérisé. Mais l'England n'avait pas le temps de célébrer. Les 6 autres sous-marins attendaient. Le 22 mai, l'USS George repéra le Héros 106 en surface, rechargeant ses batteries. Le projecteur du navire illumina le sous-marin dans la nuit. Pris par surprise, l'Héros 106 plongea en catastrophe. L'England se lança à la poursuite. Une passe. Le Hedgehog tira. 3 impacts confirmés. Le sous-marin coula, laissant derrière lui des bulles d'air et des morceaux de coque. 2 sous-marins en 4 jours. L'équipage commençait à réaliser qu'ils étaient en train d'accomplir quelque chose d'exceptionnel. Mais la chasse n'était pas terminée. Le 23 mai, l'Euro 104 fut détecté. Coulé en une seule salve. Le 24, l'Euro 116 tenta de fuir. L'England le poursuivit pendant 6 heures avant de le détruire. 4 sous-marins. L'équipage était épuisé, mais déterminé. Le 26 mai, une force opérationnelle anti-sous-marine rejoignit la petite flotte. Des destroyers plus gros, mieux armés, prirent le commandement. L'England et ses compagnons reçurent l'ordre de se rendre à Manus pour ravitaillement. Mais en route, le sonar capta un nouveau contact. Le Héros 108. Le capitaine Pendleton demanda l'autorisation d'attaquer. Elle lui fut accordée. Une passe. Explosion. 5e sous-marin coulé. Après le ravitaillement, l'England retourna à la chasse. Il ne restait que 2 sous-marins de la ligne japonaise. Le 30 mai au matin, le destroyer Hazelwood repéra le Héros 105. Plusieurs navires se joignirent à la poursuite. Le George, le Raby, d'autres destroyers. Ils chassèrent le sous-marin pendant des heures. Tir après tir, ils manquèrent leur cible. Le Héros 105 était commandé par un capitaine habile qui esquivait chaque attaque. L'England observait à distance. Pendleton demanda plusieurs fois l'autorisation d'intervenir. La réponse fut cinglante. « Nous ne vous dirons pas où nous sommes. Nous avons un sous-marin endommagé et nous allons le couler. Ne vous approchez pas. » Les autres capitaines voulèrent la gloire pour eux. Ils refusaient de laisser ce petit destroyer d'escorte voler leur proie. Mais l'Euro 105 était rusé. Alors que les destroyers le traquaient, il remonta brusquement à la surface, surgissant exactement entre 2 navires. Ils ne pouvaient pas tirer sans risquer de se toucher mutuellement. Le commandant de division, exaspéré, lâcha enfin « Oh merde, vas-y England !» Le destroyer se précipita. Une seule passe. Le Hedgehog tira. Entre 6 et 10 impacts. Une explosion massive secoua l'océan. L'Euro 105 se désintégra. Des nappes d'huile, des débris, des morceaux de corps remontèrent à la surface. Le silence tomba sur la flotte. En 12 jours, l'USS England avait coulé 6 sous-marins. Un record absolu. Aucun navire, dans aucune marine, n'avait jamais accompli un tel exploit. Sur les 7 sous-marins de la ligne japonaise, 5 avaient été détruits. L'opération Ago fut compromise avant même de commencer. La marine impériale perdit ses yeux et ses oreilles. Quand la bataille des Philippines arriva, les Américains frappèrent sans avertissement. Ce fut un massacre. L'opération Ago se termina en catastrophe totale pour le Japon. L'amiral King, commandant en chef de la flotte américaine, envoya un message à l'England. « Il semble que vous ayez une façon bien à vous de faire la guerre.
Le navire et son équipage reçurent la Presidential Unit Citation, la plus haute distinction collective américaine. Le capitaine Pendleton fut décoré de la Navy Cross, mais lui-même resta modeste. Dans ses rapports, il attribua le succès à l'entraînement, à la coordination de l'équipage et à cette arme étrange montée à l'avant du navire. Le Hedgehog avait prouvé sa valeur. Dans l'Atlantique, il avait brisé la menace des U-Boots. Dans le Pacifique, il avait permis à un seul petit navire de détruire une ligne entière de sous-marins japonais. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À la fin de la guerre, plus de 50 sous-marins allemands et japonais avaient été coulés par le Hedgehog. Des centaines d'autres avaient été endommagés, forcés de fuir, contraints à l'abandon. L'arme continua son service pendant des années après la guerre. Elle fut installée sur des navires de plusieurs marines, modernisés, adaptés. Mais son heure de gloire resta ces années terribles de 1942 à 1945, quand un assemblage brutal de tiges d'acier et d'explosifs avait changé le cours de la guerre sous-marine. Aujourd'hui, quelque part au fond du Pacifique, reposent les épaves des 6 sous-marins coulés par l'England. Tombe silencieuse de marins qui ne sont jamais rentrés chez eux. Et dans les archives navales, le nom de ce petit destroyer d'escorte brille encore. Symbole d'un équipage déterminé, d'une arme révolutionnaire et de 12 jours qui entrèrent dans la légende.